Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la webconférence donc, sur les apports des sciences comportementales pour les politiques publiques. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis Marianne Bousquet, la responsable de la section régionale des Sciences Po Alumni dans les Pays de la Loire et qui s'appelle Ouest Atlantique. Si on est là en fait aujourd'hui, ça n'est pas complètement par hasard dans le sens où au niveau de notre section régionale, donc basée à Nantes, il y a un an, nous avons décidé avec trois autres diplômés de lancer un groupe de réflexion avec un think tank nantais, l'Institut Kervégan, sur le nudge, et on y reviendra, et les sciences comportementales. Donc, le nudge, c'est cette incitation positive, incitation douce qui va influencer les comportements plus que les obliger ou les rendre obligatoires. Donc, on est sur l'incitation et on s'est intéressé donc l'an dernier à ce sujet. Le groupe de réflexion s'est réuni plusieurs fois et on a préparé une soirée qui a réuni 150 personnes à Nantes en début d'année 2020, soirée qui a fait intervenir quatre experts du sujet, dont deux de la direction interministérielle de la transformation publique et Stéphane Giraud ici présent. Et nous avons souhaité, dans le cadre des webconférences donc, proposées par les Sciences Po Alumni, faire réintervenir cette équipe parce que vous allez voir, le sujet est passionnant. Il est passionnant et très instructif pour revoir les moyens d'influencer, d'inciter les comportements. L'idée, c'est de s'appuyer sur ces sciences comportementales qui nous enseignent un grand nombre de choses, notamment sur les biais cognitifs, sur tout ce qui entre en ligne de compte dans les prises de décision des différents agents ou citoyens, et de les utiliser d'une façon qui se veut positive et civique, alors qu'ils peuvent être utilisés à d'autres fins. Donc, c'est vraiment ce qui a intéressé le groupe de réflexion et à la fois motivé l'organisation de cette webconférence d'aujourd'hui. Donc, elle va être organisée par une intervention de Stéphane Giraud, Mariam Chama pendant 40 minutes à peu près. N'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions dans le fil de discussion. Et après ces 40 minutes, ce sera l'occasion de poser ces questions-là et puis d'en échanger. Je vais tout d'abord donc présenter nos intervenants. Stéphane Giraud, vous l'avez vu dans l'invitation, est donc responsable du programme des sciences comportementales à la direction interministérielle de la transformation publique. Et Mariam Chama, donc vous êtes docteur en sciences cognitives et chef de projet en sciences comportementales au sein de cette même entité sur laquelle on va revenir au niveau de ses missions et puis des projets dont vous avez la charge. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous passer la parole et donc on se retrouve dans 40 minutes pour la série de questions. Merci Marianne et bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans vos canapés ou dans vos bureaux, ou sans doute au même endroit d'ailleurs. Quelques mots déjà donc, sur qui nous sommes, la DITP, donc la Direction interministérielle de la transformation publique. Pour ceux qui l'ignoreraient, c'est une direction stratégique de l'État qui a vocation à diffuser une pratique de la réforme de l'État, de la réforme de l'action publique dans le sens d'une efficacité accrue. Et parmi nos guides, nos lignes de conduite, il y a l'idée que quand on fait quelque chose, c'est mieux de le faire avec les parties prenantes de la chose en question. Et typiquement, on essaie d'utiliser des méthodes qui associent les usagers, les agents publics, les décideurs pour faire des choses un petit peu plus ajustées, un petit peu plus adaptées. On l'a fait historiquement en allant voir du côté des enquêtes, des méthodes d'enquête classiques, quantiques, quali. On a été voir aussi du côté du design, du côté de la participation citoyenne. Et puis, on a été amené donc aussi à découvrir cet univers des sciences comportementales avec l'idée qu'il y avait vraiment des sujets dans les politiques publiques de passage de l'intention à l'action, d'écart entre les discours et les pratiques, et qu'il y avait sans doute de ce côté-là des choses à explorer. Alors, il y a Mariam et moi qui travaillons là-dedans, mais l'équipe est un petit peu plus large.
Aujourd'hui, elle comprend à peu près 5-6 personnes qui sont en dehors de moi, qui suis un intrus fonctionnaire, des vrais spécialistes, des vrais experts qui sont pour l'essentiel des docteurs en sciences cognitives. Et on travaille avec l'appui de prestataires extérieurs parce que l'ensemble de l'action gouvernementale implique quand même un petit peu de ressources. On travaille principalement avec la Behavioral Insights Team, qui est la structure internationale de référence, qui est née en Angleterre et qui s'est développée considérablement, mais aussi avec un consortium de chercheurs français, l'Agence d'innovation comportementale, qui regroupe des gens de l'ENS, de Sciences Po, de GEPAL et du CEPREMA. Voilà, on va vous raconter ça plus en détail, mais d'abord, Mariam va vous emmener découvrir son passionnant cerveau et le vôtre. Merci Stéphane, je pense que tout le monde m'entend. C'est marrant que tu dises découvrir son passionnant cerveau parce que je ne l'ai pas du tout fait exprès, mais j'ai juste derrière moi mon propre cerveau imprimé en 3D par mes collègues, donc c'est vraiment mon propre cerveau, il est à portée de main, si on peut en parler tout à l'heure, mais en tout cas là pour vous amener un peu plus vers les politiques publiques, c'est quoi le lien avec le comportement? C'est un lien très fort parce que effectivement si on regarde les différentes politiques publiques, et surtout les outils qui sont utilisés pour mettre en place des politiques publiques, on voit qu'il y a très souvent la régulation, la taxation, mais aussi l'information qui sont utilisées comme levier pour mettre en place des politiques publiques et surtout pour faire évoluer les comportements. Et si on prend des exemples vraiment précis, par exemple que ce soit en termes de changement de comportement concernant l'environnement, le recyclage, la sécurité routière, l'épargne à la retraite. En fait, n'importe quelle politique publique qu'on prend, on voit qu'une condition de réussite de cette politique publique, c'est qu'elle réussisse à faire évoluer les comportements dans le sens de l'intérêt général. Donc, cette question de comportement, elle est vraiment centrale au bon fonctionnement des politiques publiques, mais que les décideurs publics, quand ils mettent en place une loi, se disent « bon, je vais mettre en place cette nouvelle régulation, mais est-ce qu'elle est compatible avec la manière dont les gens vont réagir ?» Donc, en gros, il ne suffit pas d'avoir raison et de mettre en place des choses qui théoriquement marchent, mais il faut aller jusqu'au comportement réel des citoyens. C'est un petit peu ça l'idée qu'on porte. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet effet, l'effet Cobra. Le nom part d'une anecdote dans les années 50 en Inde, où il y avait beaucoup de cobras dans les rues en Inde. Et donc, le gouvernement a décidé de mettre en place une récompense, de récompenser toutes les personnes qui ramassaient les cobras et aidaient en gros au nettoyage des rues. Et donc, les citoyens ont compris qu'il y avait une récompense. Et donc, de manière assez prévisible, ils se sont mis à à élever des cobras pour avoir plus d'argent en fait. Et donc le gouvernement a compris qu'il y avait cette compte stratégie qui était mise en place, donc ils ont arrêté de récompenser les gens pour ce fait. Et donc de manière aussi encore une fois prévisible, pour les psychologues ou pour les gens qui connaissent le comportement, les gens ont relâché les cobras dans les rues. Et donc on s'est retrouvé à une situation où il y avait beaucoup plus de cobras qu'initialement, tout simplement parce que les incitations qui ont été mises en place ne prenaient pas en compte le comportement réel qui allait être déclenché. Donc, cet exemple, je l'utilise juste pour illustrer comment, des fois, on peut mettre en place des solutions qui peuvent intuitivement paraître les bonnes solutions, mais elles peuvent complètement avoir des effets complètement rebonds, donc effet Cobra ou effet rebond ou backfire effect en anglais. Et l'exemple du Cobra peut paraître lointain et anecdotique, mais c'est vraiment autour de nous tous les jours. Par exemple, pour inciter les parents à venir à temps chercher leurs enfants à la crèche, il y a cette solution qui a été mise en place dans certains endroits et dans certains pays où on donne une récompense aux gens qui arrivent à temps, enfin qui arrivent dans les délais, sauf que les gens, j'ai un peu inversé. En fait, oui, c'est ça, les gens qui arrivent à temps, on les récompense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Stéphane, cet exemple, c'est je suis en train de le donner à l'inverse, non? C'est en gros, voilà, c'est les amendes, désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exemple. Donc, en gros, les parents qui arrivent en retard doivent payer une amende. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les gens se disent, n'ayant pas de solution pour venir chercher leurs enfants à temps, ils se disent, bon, ben, dans ce cas-là, je vais payer l'amende et arriver en retard. Donc, c'est intégré comme une sorte de service, en fait. Et donc, ça ne prend pas en compte le comportement. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que non seulement les parents n'arrivaient pas à temps quand cette solution a été mise en place, mais ils arrivaient encore plus en retard qu'avant parce qu'ils se disaient, bon, ben, tant pis, je vais payer
je vais payer l'amende. Donc tout ça pour dire que le comportement peut parfois être contre-intuitif et il y a des spécialistes d'un autre côté qui en tout cas commencent à comprendre le comportement et commencent à affiner leur modèle théorique de la manière dont les gens se comportent. Et donc pourquoi ne pas prendre ces modèles théoriques qui sont les plus avancés et les mettre au service de l'action publique pour que les décideurs publics puissent mettre en place des régulations qui ont plus de chances de marcher. C'est un petit peu ça l'idée. Donc notre approche, elle est un petit peu, si vous voulez, une manière d'enrichir l'action publique avec les connaissances qu'on a sur le comportement, que ce soit en termes de psychologie ou de sciences cognitives, etc. L'idée, c'est pas de venir remplacer les outils classiques, mais de venir les enrichir avec un regard comportemental. Et quand je parle de sciences comportementales, ça peut paraître un peu flou pour certains. C'est quoi les sciences comportementales? Ça peut paraître très large, mais ça recouvre tout un ensemble de domaines. Par exemple, les sciences cognitives. Moi-même, je viens du domaine des neurosciences. Ça peut être aussi les connaissances qu'on a en psychologie sociale et même en psychologie évolutionniste. On peut en parler tout à l'heure dans les questions. Et en fait, tout ça est un petit peu aussi mis sous une bannière d'économie comportementale que vous allez parfois entendre de manière interchangeable avec sciences comportementales. Mais l'idée, c'est de vraiment essayer de comprendre comment les gens se comportent quand ils doivent prendre des décisions. Et on s'intéresse à différents domaines comme l'attention, l'émotion, la perception, la prise de décision, mais aussi les biais cognitifs. Et ça, le terme de biais cognitif, on va y revenir tout à l'heure, c'est vraiment un peu la base des études en économie comportementale. Alors pour vous faire très rapidement, donc là c'est vraiment en une slide l'histoire de comment on est passé, comment est né un petit peu ce champ d'économie comportementale et comment on est passé un peu de l'économie à la psychologie. On est un petit peu parti en fait des théories du choix rationnel, donc un petit peu toutes ces théories qui sont très ancrées dans l'économie classique, de dire que la plupart des personnes, quand ils prennent des décisions, ils sont en train d'essayer de maximiser l'utilité de leur choix, et donc ils font une sorte de coût-bénéfice et arrivent à un choix assez rationnel. Et cette vision très rationaliste de l'être humain a été un peu nuancée dans les années 50 par Herbert Simon, qui d'ailleurs a gagné le prix Nobel pour ses travaux. Et ensuite a été encore plus nuancé par les travaux de Daniel Kahneman, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui a gagné le prix Nobel aussi en 2002 pour ses travaux en économie. Or c'est un psychologue à la base. Et donc c'est un peu Daniel Kahneman qui a développé tout ce courant sur les biais cognitifs, et sur cette idée de dire que peut-être que les décisions qu'on prend parfois ne sont pas totalement rationnelles. Et d'ailleurs, ce mot de rationnel a fait beaucoup débat parce que il y a certains qui considèrent que ce n'est pas une question de rationalité ou pas. Au contraire, le fait de ne pas prendre des décisions qui sont tout le temps en train de maximiser notre utilité, c'est peut-être quelque chose qui est très utile à notre fonctionnement. Je ne rentrerai pas dans ce débat tout de suite, mais on peut en discuter. Et en tout cas, il y a un courant qui est né un peu de manière... je ne sais pas si je devrais dire parallèle ou plutôt antagoniste à celle de Kahneman, qui est portée par Gerd Gigerenzer, qui est aussi un chercheur à l'Institut Max Planck en Allemagne, et qui porte justement cette idée que nos comportements peuvent paraître irrationnels à l'œil nu, mais en fait, en vérité, c'est des décisions qui sont vraiment meilleures dans le contexte, et qu'à chaque fois, si on ne prend pas en compte le contexte dans lequel la décision se fait, elle peut nous paraître irrationnelle. Mais si on reprend le contexte en compte, on se rend compte qu'en fait, ça a beaucoup de sens. Et donc, c'est un petit peu des sortes de... on va dire, je ne sais pas si je qualifierais ça de guerre, mais en tout cas, il y a un va-et-vient constant entre Kahneman et Gigerenzer sur ces sujets de rationalité. Donc, toujours est-il que c'est en tout cas Daniel Kahneman et Richard Thaler et Cass Sunstein, qui sont aussi des figures assez importantes dans ce champ de nudge et de sciences comportementales, qui ont réussi à faire entrer ces recherches, ces travaux en psychologie dans l'action publique. Et d'ailleurs, ce n'était pas totalement anodin de nommer ça économie comportementale, parce que ça a beaucoup plus parlé aux décideurs publics de parler d'économie comportementale que de psychologie. Et donc, c'est comme ça que, vers la fin des années 2000, sont rentrés ces domaines dans l'action publique aux États-Unis et ensuite un peu partout à travers le monde. Pour illustrer un petit peu je recule en arrière juste pour vous donner les instructions. Donc là, je vais essayer de vous illustrer un biais. Donc c'est un biais plutôt perceptif.
comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas rentrer dans plein de biais cognitifs, mais on pourra en discuter plus tard. Mais là, je vais juste vous montrer visuellement de quoi on parle quand on parle de biais. Donc, si vous regardez la prochaine image que je vais afficher, et est-ce que vous pouvez juste écrire dans le chat, s'il vous plaît, vue, dès que vous voyez la seule chose qui change d'une image à l'autre. Donc, il y a un seul élément qui est en train de changer. Sans dire ce que c'est, évidemment. Est-ce que vous pouvez juste écrire dans le chat « vue ». Comme ça, moi, je sais que vous avez détecté ce changement. Ah, il y a 3 personnes. 4, 5, 6. Bon, ça commence à mettre un peu de pression pour les autres qui ne le voient pas. Et en fait, c'est intéressant parce que ceux qui le voient maintenant se disent je ne vois pas comment les autres ne le voient pas, parce que c'est vraiment au centre de l'image. Pour ceux qui ne le voient pas, c'est normal. C'est fait pour que vous ne le voyez pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a révélé le poteau rose oui, dans le chat. C'est pas grave. Mais en tout cas, donc vous voyez que c'est la rambarde qui est vraiment la rambarde horizontale qui change, qui est en haut puis en bas, en haut puis en bas. Et c'est intéressant parce que donc ça, c'est pour illustrer un petit peu un biais attentionnel. Je vais enlever un biais perceptif. Je vais enlever l'image parce qu'elle peut être elle peut donner des crises d'épilepsie à certains. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que donc déjà, évidemment, on a l'impression quand on regarde une image ou quand on regarde notre environnement que tout ce qui nous entoure va vraiment… on a une projection point par point de ce qui nous entoure et qu'on fait attention à tout. Or, ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui nous échappent parce que notre cerveau est en train de filtrer, de faire un tri dans les informations qui sont les plus importantes ou moins importantes pour nous. Et surtout, et c'est là où rentre la notion de biais, c'est que ce n'est pas totalement anodin la manière dont on explore cette scène. C'est-à-dire que si je mets aujourd'hui des eye trackers sur les yeux des personnes pour voir où est-ce que les gens regardent et comment ils explorent cette scène, ça va être biaisé de la même manière chez tout le monde. Les personnes vont regarder d'abord les visages parce que c'est la région où il y a le plus d'informations et on se dit que c'est ce qui nous attire le plus. Et surtout, pendant des années d'évolution, on s'est entraîné à regarder les visages et décoder l'information dans les visages. Ensuite, il y a évidemment des éléments plus saillants que d'autres comme les couleurs, les aliments, etc. Alors que la rambarde, qui est une information que notre cerveau directement classe comme étant peu pertinente, n'est pas quelque chose qui va attirer notre attention. Après, évidemment, pour être transparente complètement sur cette illusion, il y a entre les deux écrans un écran gris qui, du coup, ne permet pas d'avoir une continuité sur la rétine et donc qui rend encore plus difficile la détection de cette différence. Mais toujours est-il que là, c'était juste pour vous illustrer que quand on parle de biais cognitif, on parle de quelque chose qui est une sorte on va dire, d'une erreur. Là, il y a une erreur perceptive parce qu'on ne voit pas tout et qui est surtout la même chez tout le monde de manière systématique. C'est pour ça qu'on appelle ça un biais cognitif. Donc, c'est pas comme du bruit, c'est une erreur systématique. C'est ça le point que j'essaie de transmettre. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive de ça, de ce biais-là, à ce que nous, on fait avec Stéphane, ou en tout cas dans les unités de sciences comportementales appliquées aux politiques publiques? Donc, l'idée, c'est que on essaye de prendre tout le bagage de connaissances qu'il y a en psychologie sur le comportement, les différentes choses qu'on connaît sur le comportement, sur par exemple la manière dont les personnes sont sensibles au comportement des autres, donc ce qu'on appelle les normes sociales, ou est-ce que par exemple le fait qu'on soit attiré par certaines informations plus que d'autres, c'est une information qu'on a aussi sur le comportement, etc. On essaye de classifier toutes ces connaissances sur le comportement et de voir comment nous ensuite on peut l'appliquer dans des actions concrètes de politique publique. Donc là, je vais vous illustrer, je vais vous donner 4 exemples qui sont assez intéressants. Donc, une information qu'on a sur le comportement humain, c'est qu'on est assez sensible au comportement des autres. On est des êtres fondamentalement sociaux et donc ce que font les autres ou comment nous on est par rapport aux autres, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc en s'appuyant sur ce fait, sur notre comportement, une expérimentation par exemple a été menée par la Behavioral Insights Team que Stéphane a mentionné au tout début, où ils ont intégré dans les notices de paiement d'impôts, une phrase qui dit que 9 personnes sur 10 payent leurs impôts dans les délais prévus. Évidemment, cette information, c'est une information vraie, donc il faut s'assurer quand même que l'information qu'on met, c'est une vraie information. Et
et l'expérimentation qu'ils ont mis en place, là je vous montre juste un exemplaire, mais ça a été fait avec une condition contrôle, donc la notice habituelle, et des conditions test, plusieurs conditions qui changeaient, qui faisaient varier cette norme en la rapprochant de plus en plus de la personne. Donc plus on est en proximité proche de vous, plus l'impact est grand. Et le résultat de cette expérimentation, c'est que juste en ajoutant cette phrase, ils ont réussi à recueillir 200 millions de pounds supplémentaires en un an. Donc là, les expérimentations vraiment isolent l'effet de cette phrase et on sait que ce n'est pas autre chose qui a joué dans cette augmentation. Un autre exemple, c'est l'envoi de lettres aux médecins pour leur dire, donc encore une fois au UK, mais cette expérimentation, elle a été répliquée en Australie, en Irlande et en Amérique latine. C'est le fait d'envoyer aux médecins des lettres pour leur dire qu'ils font partie des 10% des médecins les plus prescripteurs d'antibiotiques. Et le fait de voir comme ça leur classement et de voir que leur niveau de prescription est beaucoup plus haut que la moyenne a réduit massivement la prescription d'antibiotiques dans ces conditions-là. Donc ça, c'est des exemples de normes sociales. On peut aussi modifier l'architecture de choix. Donc par exemple, typiquement en haut à droite, vous voyez un formulaire pour prescrire des médicaments et on sait qu'il peut y avoir des erreurs de prescription ou une écriture illisible des médecins et donc le fait de juste mettre grammes et milligrammes que les médecins doivent encercler a réduit massivement les erreurs de prescription médicale dans cette étude, encore une fois au UK. Et en bas, ce qu'on voit, c'est que l'encart où on doit signer pour dire qu'on certifie sur l'honneur de ne pas avoir rempli d'informations fausses ou frauduleuses dans un formulaire, au lieu qu'elle soit au bas d'un formulaire, comme c'est le cas en général, là, ça a été bougé en haut du formulaire. Donc, la personne déjà remplit cette information, s'engage et surtout, cette information devient très saillante à son esprit. Donc, elle remplit le formulaire en connaissance de cause. Et donc, ça réduit aussi le nombre d'erreurs ou de fraudes. Dans la déclaration de Miles des personnes à leur assurance. Donc ça, c'est quelques exemples choisis. Il y a beaucoup d'autres types d'expérimentations. Là, ça peut paraître des expérimentations qui sont très simples et qui ont des grands impacts, mais parfois, ça peut être des expérimentations qui sont plus massives et plus structurelles. Par exemple, changer quelque chose dans un parcours, changer l'ordre du parcours pour que la personne se sente engagée. Mais je donnerai beaucoup plus d'exemples peut-être dans la discussion. Mais là, c'est juste pour vous montrer quelques-uns choisis. Et donc, ces exemples, on peut les classifier. C'est sur un continuum vraiment très très large. Ça peut soit être des choses qui sont vraiment dans l'architecture physique d'un endroit. Donc là, typiquement, c'est un virage à Chicago sur lequel il y a beaucoup d'accidents parce que les gens regardent la vue en conduisant. Donc, et ici, plein de choses ont été testées, de l'information, des amendes, des panneaux, etc. Mais il y a peu de choses qui marchaient. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de très simple. Ils ont juste mis sur le sol des lignes blanches qui se rapprochent au fur et à mesure et qui augmentent ce sentiment d'accélération. Et donc, les personnes vont automatiquement ralentir à cet endroit, ce qui a mené à une diminution de 36% des accidents de la route. Donc là, vraiment, on est sur un exemple architecture physique, mais ça peut aussi être des choses comme rendre une décision beaucoup plus simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le boost. C'est très utilisé, par exemple, par les travaux de Gerd Gigerenzer. Donc, c'est en gros augmenter, je n'ai pas la traduction exacte en français, mais le risk literacy. À quel point est-ce qu'on est bon à comprendre et à vraiment intégrer les risques. Et donc, l'idée, c'est de vraiment rendre l'information, expliquer l'information différemment. Par exemple, ne pas la donner en probabilité, mais la donner plutôt en fréquence. Ou par exemple, une décision très complexe, la mettre dans un arbre de décision qui aide la personne à faire des choix plus éclairés. Donc, le continuum est très large entre soit changer l'environnement pour que ça facilite automatiquement le comportement, soit aider la personne à naviguer dans une information beaucoup plus complexe. Dans tous les cas, c'est adapter l'architecture de l'information à l'architecture de notre cognition à nous. Donc, Stéphane va maintenant un peu vous dire, là j'ai fait une intro vraiment globale et un peu théorique avec des exemples, mais Stéphane va vous dire comment tout ça s'implémente concrètement dans les administrations et en France, et après on reviendra spécifiquement sur ce que nous on a fait pendant cette phase de Covid. Alors là, vous avez une magnifique carte qui vous donne à voir le paysage comportemental de par le monde.
L'OCDE a fait un recensement comme ça des unités comportementales. Selon ce qu'il a CGT ou la préfecture compte, les chiffres varient, mais on est entre 200 et 300 unités, avec très honnêtement des pratiques assez exploratoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une invasion de la sphère publique par les sciences comportementales. On a des structures qui sont plutôt, je le redis, exploratoires et qui vont de type structure transverse comme la nôtre, qui sont placées au niveau interministériel, à des choses plus thématiques qui intègrent directement tel ou tel champ de politique publique, et puis des structures de veille à l'OCDE justement, à la Commission européenne, à la Banque mondiale, qui essaient plutôt de porter la bonne parole sur ces sujets. Quelques mots sur l'historique institutionnel de cette approche comportementale. Mariam l'a évoqué, les choses ont commencé il y a quelques années vraiment avec on va dire la reconnaissance institutionnelle qu'il y a eu autour du prix Nobel de Daniel Kahneman, et puis ensuite il y a eu le succès à la fois conceptuel et littéraire de l'ouvrage sur le nudge de Cass Sunstein et Richard Thaler, avec derrière quelque chose de très concret, à savoir le fait que Sunstein a rejoint l'équipe de campagne de Barack Obama et ensuite a rejoint l'administration Obama, avec un poste qui n'est pas anodin, parce qu'il dit beaucoup de ce qu'on peut tirer des sciences comportementales. Il a rejoint l'office de l'OIRA, qui est une sorte de structure chargée au niveau fédéral de promouvoir la simplification administrative. Et on est vraiment là au cœur de choses qui sont mobilisables d'un point de vue comportemental. Et puis derrière, les choses ont fait leur chemin. Côté américain, ça a continué avec un décret présidentiel de Barack Obama qui invitait les agences fédérales à s'emparer des sciences comportementales. Et puis derrière, la création de la SBST, la Social and Behavioral Science Team, qui est une structure, enfin qui est, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui avec le président Trump, mais qui avait vraiment vocation à diffuser ça au niveau fédéral. Mais la vraie success story comportementale, c'est du côté anglais. Tu peux revenir en arrière, Mariam. La Behavioral Insights Team, créée sous le gouvernement Cameron, avec vraiment une structure, avec des moyens, des ressources et un agenda très spécifique qui était assez orienté, très honnêtement, plutôt réduction des coûts, mais qui a vraiment pu s'emparer de tout un champ de politique publique. Et la Behavioral Insights Team, elle s'est depuis autonomisée de la sphère gouvernementale et c'est aujourd'hui quelques 200 collaborateurs avec 6 implantations de par le monde. Et côté français, les choses ont commencé dans la structure qui a précédé la DITP, à savoir le SGMAP. Et puis depuis, on a vraiment pu monter en puissance depuis 2 ans. Côté français, donc les premiers travaux, ils ont porté sur un chantier un peu emblématique qui était une collaboration avec la DGFiP sur la question de la promotion de la télédéclaration. Le sujet était simple. La DGFiP, comme beaucoup d'administrations, était amenée à promouvoir des démarches en ligne. Il y avait le sujet spécifique de la télédéclaration. Ils ont approché ça d'un point de vue technique, mais ils ont constaté qu'il y avait encore des réticences. Donc, on a fait en sorte de développer cette pratique de manière diverse et variée, avec notamment des incitations financières. Mais il y a aussi un travail spécifique sur le volet comportemental pour essayer de comprendre quels étaient les freins, aussi bien vis-à-vis du numérique que de l'administration fiscale. Et derrière, il y a eu toute une campagne qui visait essentiellement à simplifier la vie des gens, à simplifier l'acte de télédéclaration et qui essayait de mettre en avant aussi quelques leviers, notamment les normes sociales qu'évoquait Mariam tout à l'heure, avec le fait qu'il y avait déjà tant de personnes qui utilisaient la télédéclaration et qui en étaient satisfaits. Donc, il y a eu tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place. Et à l'époque, une progression qui était déjà tendancielle de la télédéclaration, mais qui a été amplifiée par ces travaux. Donc ça, c'était les champs baptismaux qui étaient plutôt réjouissants. Et après, avec quelques petites ressources, à savoir Mariam et moi, on a appréhendé tout un ensemble de politiques publiques qui vont de la sécurité routière à des problématiques de santé, de protection du consommateur, mais avec très honnêtement des succès variables. Le problème n'étant pas tant d'ailleurs la chose comportementale en elle-même que la capacité des administrations à s'emparer de ces sujets. Une capacité qui a montré ses limites pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons et qui nous a conduit d'ailleurs à aller à aller travailler avec le local où on avait une prise plus directe sur l'organisation des choses, sur la mesure de ce qu'on faisait, avec des travaux notamment avec la mairie de Paris et surtout avec la ville de Villeurbanne sur la question de l'activité physique des seniors. Donc voilà, ça a été on va dire les premiers pas qui étaient un petit peu, qui étaient riches en enseignement et en difficultés. Et la création de la DITP nous a permis de monter en puissance avec notamment, parmi quelques briques, un appel à projet auprès des administrations. Cet appel à projet, il visait non pas à trouver des clients, mais à trouver des bons clients. Des clients, on en a toujours eu, mais on voulait vraiment trouver des partenariats qui soient fiables. Et pour ce faire, on a invité les administrations à se positionner sur 5 critères. Le premier, c'était de nous proposer des sujets qui soient un réel enjeu pour l'action publique, c'est-à-dire qu'on voulait éviter quand même d'être sur des sujets de niche. Le deuxième, c'était vraiment d'être sur des sujets comportementaux,
typiquement, tout ne se prête pas dans l'action publique à ces approches. Il y a des sujets qui sont financiers, qui sont techniques, et on voulait vraiment être sur des sujets où le curseur était vraiment plutôt du côté des thématiques comportementales. On voulait également des sujets qui fassent l'objet d'une forme de consensus éthique. Quand on parle des sciences comportementales, il y a des questions légitimes qu'on peut se poser sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec les décisions des gens. Et typiquement, ça supposait pour nous de choisir des sujets qui soient, donc je vous le dis, qui fassent l'objet en tout cas d'un consensus relatif, et puis surtout de demander à nos partenaires de publier tout ce qu'on fait. On s'efforce vraiment d'être totalement transparent sur ces sujets. Le quatrième critère, Mariam vous parlera de méthode, il est pour nous vraiment fondamental, c'est la question de la mesure. En fait, ce qu'on fait, on n'est pas juste là pour mettre des trucs, des tips comportementaux, on veut aussi promouvoir une logique de test et d'évaluation. Donc, ça supposait d'avoir des sujets et des partenaires qui soient capables de nous donner des éléments chiffrés, des éléments statistiques pour mesurer l'impact de ce qu'on fait. Et puis le cinquième critère, il peut paraître très impressionniste, mais il me tient toujours beaucoup à cœur. Il est le fruit de notre expérience passée. On voulait des partenaires engagés, on voulait autrement dit des preuves d'amour. On ne voulait pas forcément de l'argent, ce qui n'est d'ailleurs pas l'idée, parce que c'était plutôt nous qui apportions l'argent à l'expertise, mais on voulait des gens qui puissent s'engager dans la durée avec des équipes et avec une compréhension de ce qu'on fait, qui suppose un petit peu d'engagement sur la durée. Donc, passer cet appel à projet, on a eu beaucoup de candidatures. À l'époque, il y a eu 35 administrations alors centrales, parce qu'on est quand même supposé, nous, prioriser ce genre de partenaires. On a travaillé, enfin, on a eu des candidatures venant des ministères, de leurs services déconcentrés, des opérateurs sociaux. Et dans le lot, on a fait le choix audacieux d'en choisir quand même une partie non négligeable, à savoir une première vague de 7 projets. Ces 7 projets, ils vont surgir. Alors, je ne vais pas vous les raconter en détail parce que ce serait beaucoup trop long, mais en gros, voilà, on a choisi de travailler sur ces 7 premières thématiques avec à chaque fois une administration porteuse. Donc, avec Pôle emploi, la thématique des stéréotypes à l'embauche. Avec la DRIE, donc le ministère de l'Environnement d'Île-de-France, on a travaillé sur la question de la réduction de la pollution atmosphérique, avec précisément la question du chauffage au bois. On a travaillé sur la pratique sportive avec le ministère des Sports, sur la question du sommeil des enfants avec la DGESCO, l'Éducation nationale. On a également lancé un chantier sur les antibiotiques, l'antibiorésistance. Avec l'environnement, le CGDD également sur la réparabilité, promouvoir l'idée de réparabilité dans les achats de produits électroniques. Et puis avec la cause, donc qui chapeaute le réseau des URSSAF, un travail sur les paiements en ligne. Et comme ça s'est bien passé, enfin, certains des travaux sont finis, d'autres sont encore en cours, on a eu droit à une deuxième vague de projets qui nous a conduit à lancer des travaux avec la MILDECA sur l'exposition des enfants aux écrans, avec la CNAM sur l'inclusion numérique pour les personnes qui ont des difficultés, les usagers de la CNAM en tout cas qui ont des difficultés avec le numérique. On travaille également avec la DARES et des missions locales pour l'emploi sur l'insertion professionnelle des jeunes, avec la DGCCRF sur la protection du consommateur. Et le dernier sujet a plutôt migré vers la question du covoiturage avec le ministère des Transports. Donc voilà pour l'ensemble de nos activités, en tout cas de partenariat ministériel. Mariam va vous en dire plus sur la manière dont on travaille sur ces sujets, mais je vous évoque quand même aussi au passage 2 autres de nos champs d'activité spécifiques. Le premier, je l'évoquais tout à l'heure un petit peu, c'est la question de la simplification des documents. Quand on traite du comportement, on traite de la manière dont les gens prennent des décisions, et bien souvent, ça dépend de la manière dont ils traitent l'information. Et quand on est des administrations, bien souvent, on produit des choses en matière d'information qui sont plus ou moins avenantes, qui sont même plutôt franchement hostiles par moment. Donc, on s'est emparé de ce champ de la simplification administrative avec à la fois une volonté de mettre en place une plateforme qui permette aux usagers, aux administrations de travailler à la co-construction de documents administratifs plus simples et puis aussi avec des travaux concrets de collaboration. Tu peux passer, Mariam. De travaux concrets avec différentes administrations sur des refontes de documents spécifiques qui leur sont propres. On travaille avec la DGFiP, on travaille avec les opérateurs sociaux, avec beaucoup de monde. Et on essaie aussi d'outiller globalement les administrations, parce que je ne vous cache pas que nous avons des ressources limitées, et pour ce faire, on leur propose des simplificatons, qui sont des ateliers de simplification pratique, et on propose des outils, dont notre guide « Vaincre la phobie administrative avec l'appui des sources comportementales » que vous pouvez trouver sur notre site. Voilà, et donc la slide d'après évoquait juste la multiplicité des travaux sur lesquels on s'investit sur cette simplification. Et l'autre enjeu fondamental qui nous mobilise, c'est de diffuser toutes ces approches. Et pour les diffuser, on fait 2 choses principalement. On fait des conférences, plutôt précédemment en présentiel, mais on a aussi fait des choses. Tu peux passer, Marianne.
On a fait aussi des choses qui sont en ligne, notamment la dernière conférence sur le thème du passage de l'intention à l'action. On essaie de faire intervenir des experts divers et variés pour montrer le champ des possibles. Et il y a également là-dessus tout un ensemble de publications que vous pouvez trouver sur le site de la DITP, que Mariam vous indiquera à la fin, qui sont aussi bien des publications méthodologiques sur la manière dont on travaille que des publications thématiques, par exemple sur la transition écologique ou aussi sur les évolutions du monde du travail. Voilà. Je crois que c'était un petit peu… Voilà, là, vous avez quelques illustrations des publications. Vous pouvez toutes les trouver chez nous sur notre site. C'est gratuit, c'est pour vous. Ça, c'était la vie d'avant. Non, Mariam, tu vas parler un peu de méthodo? Allez, un peu de méthodo avec Mariam, vous allez voir, c'est grisant. Un tout petit peu de méthodo. Merci Stéphane de redire que c'est grisant. Le seul truc, c'est qu'il est 40, enfin presque 40, et comme on a commencé un tout petit peu en retard, j'ai un peu de retard. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que il y a beaucoup de slides encore qui arrivent. Je vais essayer de faire un tri pour laisser quand même de la place à la discussion, parce que je vois qu'il y a aussi des questions et ce serait pas mal d'avoir un petit échange. Donc, très rapidement sur la méthodologie, donc Stéphane l'a dit, on essaye de combattre depuis 4 ans cette idée que le nudge, ce serait une solution miracle, un petit gadget qui viendrait résoudre les problèmes complexes auxquels on s'est attelé de toutes les manières et qu'on n'a jamais réussi à résoudre. Enfin, on ne croit pas du tout, nous, aux solutions simples. S'il y a une solution simple, c'est que c'est suspect. Et donc, notre agenda caché, c'est plutôt d'orienter les politiques publiques pour qu'elles soient vraiment fondées sur la preuve et qu'il y ait des mesures d'impact, en fait. Donc, même si l'entrée nudge plaît beaucoup, l'idée, c'est d'amener les administrations à faire de l'évaluation et faire des expérimentations avec des groupes contrôle et des groupes tests de ce qu'on est en train de proposer pour être sûr et certain que ça marche. Et c'est comme Stéphane l'a dit, c'est un petit peu notre talon d'Achille. C'est vraiment très difficile d'avoir accès aux données, de faire des expérimentations à grande échelle, de mettre à l'échelle. Donc, c'est un peu ce qu'on pousse, et c'est des expérimentations qui prennent beaucoup de temps. Donc, en général, nos projets durent entre 8 mois et 1 an et demi, ce qui, pour la sphère publique, est vraiment une temporalité très, très longue. Et ce qui prend le plus de temps, c'est la partie évaluation d'impact, parce que la partie diagnostic, aller sur le terrain, ça peut prendre 1 à 2 mois à essayer de faire un benchmark, aller au plus près des acteurs pour les interviewer et mieux comprendre la situation. L'atelier de co-construction ne prend pas beaucoup de temps, mais il implique, comme Stéphane le disait aussi au début, tous les acteurs impliqués pour essayer de faire des solutions les plus réalistes possibles. Et la partie évaluation d'impact, elle prend du temps. Et c'est là où on a du mal à garder jusqu'au bout les administrations à bord. Donc là, je vais essayer d'aller vraiment rapidement sur les choses qu'on a faites sur la gestion du Covid. Je pense que Stéphane, tu peux peut-être… Vous faites juste un panorama rapide, parce que donc il y avait la vie d'avant, puis il y a eu la vie du Covid, qui nous a conduit à être mobilisés en schématisant vraiment dans deux champs deux champs d'ensemble. Le premier, c'est qu'on a les problématiques de santé, c'est aussi largement des problématiques comportementales. Il y a évidemment des sujets structurels, il faut des masques, il faut des vaccins, il faut des tests, mais il y a aussi globalement sur ces thématiques de santé un vrai enjeu d'éclairage des comportements. Je dis bien d'éclairage parce que notre but, c'est pas forcément de trouver les solutions miracles, comme l'a dit Mariam, mais de donner des éléments de compréhension pour les décideurs. C'est ce qu'on a fait sur le confinement. C'est ce qu'on a fait sur le déconfinement, avec des recommandations sur les thématiques des gestes barrières, sur la question de l'école, des transports, du retour à la vie au travail. C'est des choses qu'on a fait de ça en périphérie, notamment de la mission Castex. On a aussi beaucoup été sollicité pour travailler sur la communication officielle, que ce soit la communication via le SIG, via les administrations de santé, avec des recommandations pratiques sur des supports divers et variés qui sont soit des messages, soit des outils de communication spécifiques. Ça, c'est vraiment pour, on va dire, le conseil global sur ces sujets. Puis après, on a certains de nos projets qui ont été soit réorientés, soit qui se sont développés spécifiquement dans la phase Covid. On a par exemple très concrètement travaillé sur la question des fraudes liées au Covid, de l'exposition des consommateurs à des risques sur les faux masques, sur les faux gels. On a fait des choses avec la DGCCRF sur ces sujets. On avait aussi, je l'avais évoqué brièvement, un sujet sur la promotion de l'activité sportive. On l'a réorienté. On a travaillé avec le ministère des Sports sur le développement d'une plateforme qui s'appelle Bouger chez vous, que vous pouvez aller consulter, dont le but était de faire en sorte de d'outiller les gens pour qu'ils puissent continuer à avoir une activité physique à domicile. Notre plus-value n'étant pas tant les ressources, moi a priori je ne suis pas un spécialiste du sport, mais que de trouver des moyens de maintenir, on va dire, l'intensité, l'envie chez les gens en s'appuyant sur différents leviers comportementaux.
Et on a aussi eu une sollicitation plus spécifique sur les EHPAD, où je laisse la parole à Marianne. Oui, donc sur les EHPAD, je vais juste parler d'un effet parce que j'aimerais bien passer dans la suite des informations à des tips qui pourraient être utiles pour vous dans vos pratiques. Là, je vais juste parler d'un paradoxe en fait qui est assez intéressant qui s'est passé dans toute la crise du Covid. C'est que il y a comme un besoin ou une nécessité de donner le plus d'informations possible pour que les personnes prennent les décisions qui sont qui sont les meilleures en fait pour leur santé et pour leur protection, mais en même temps, en temps de crise et dans ce surplus d'informations qu'on a, on a comment dire, cognitive load. Stéphane, le mot m'échappe. Tu es en Charge mute. mentale. Charge mentale. Je m'excuse. Une charge mentale qui est vraiment limitée. Et donc, ce paradoxe entre le besoin des administrations de donner le plus d'informations possible, de ne pas prendre aucun risque en ne pas donnant toute l'information, et la charge mentale très limitée des personnes qui doivent recevoir l'information, il y avait il y a un vrai problème ici. Et donc, une grande partie de tous les travaux qu'on a menés pendant cette crise consistait à vraiment non seulement simplifier l'information, mais essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi infographier, rendre l'information la plus visuelle, la plus compréhensible possible pour que les administrations puissent donner toute l'information et que les receveurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les directeurs d'EHPAD, les écoles, les enseignants, etc., puissent recevoir l'information aussi. Donc, c'était vraiment quelque chose, c'était un point qui était assez intéressant de comment mieux communiquer de manière plus claire. Je vais juste, dans les dernières quelques minutes, vous dire les trois principales choses qu'on peut tirer des sciences comportementales, surtout en situation d'incertitude et donc en temps de Covid. Donc, premièrement, identifier les freins comportementaux. Deuxièmement, quel principe des sciences comportementales appliquer, et trois, comment tester en situation d'incertitude. Pour l'identification des freins, comme on ne peut pas faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire pendant 2 mois faire des travaux de terrain, enfin là vraiment on est dans des temporalités où on nous soumet un problème et il faut qu'on y réponde pour le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est vraiment des temporalités très très serrées. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment essayer de rapidement, avec des questionnaires très rapides en ligne ou des points téléphoniques rapides, d'essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment un problème de connaissance, un problème d'intention ou est-ce que c'est un problème de non-passage de l'intention à l'action. Et comme ça, on sait très rapidement que l'intervention qu'on va mettre en place, il faudrait plus qu'on se focalise sur de la pédagogie ou plus sur de l'incitation vraiment au comportement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été utile. Et typiquement, pour faire ça, on a lancé des questionnaires typiquement dans le cadre d'un travail qu'on a fait dans les écoles ou pour essayer de comprendre l'utilisation des masques. Ce sont des questionnaires très rapides qu'on lance à grande échelle et on a dans les 2 heures des réponses pour essayer de mieux comprendre où est le frein comportemental et mieux trouver une solution adaptée. En termes d'application des sciences comportementales ou des leçons des sciences comportementales, on a une checklist. Donc, le diaporama, je pense, va vous être diffusé. Donc, vous pouvez regarder ensuite toute cette liste et voir les choses qui vous serez utiles dans vos propres travaux. Mais je vais juste faire un focus rapide sur 3 de ces points. La première chose, c'est on sait de la recherche que faire appel à l'intérêt collectif marche beaucoup mieux que faire appel à l'intérêt individuel. Et donc, des expérimentations sur des posters et des affiches ont démontré cet effet. Donc, c'est des choses que nous, on a pu conseiller, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant le collectif. Aussi, informer les Français du niveau réel du respect des normes sociales, parce que aussi de manière assez intéressante et paradoxale dans cette crise de Covid, la plupart des gens sont confinés chez eux. Donc, quand on sort, par exemple, dans la rue, on ne voit que les gens qui ne sont pas en train de faire le comportement qui est désirable. On voit que les gens qui sont dehors, qui font leurs courses ou qui font autre chose, mais en tout cas, on a l'impression que personne n'est en train de se conformer aux règles. Or, beaucoup de gens sont chez eux, mais on ne les voit pas. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette information pour équilibrer un petit peu les statistiques mentales qu'on se fait, les inférences qu'on se fait, et informer les gens du bon niveau de respect des règles? C'est aussi quelque chose qu'on a pu recommander. Rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des checklists, des informations très claires, très visuelles, aller aussi loin que possible dans qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Plus l'information est digérée, plus elle a vraiment des chances de fonctionner et
d'être comprises. Et finalement, pour tester, donc nous, on n'a pas mis en place de choses qu'on a pu tester, mais je vous donne des exemples internationaux, par exemple ceux du Behavioral Insights Team, qui ont une plateforme qui s'appelle Predictive, où on peut très rapidement mettre en place différentes versions d'une communication ou d'une affiche ou d'une infographie et rapidement tester son effet. Donc, par exemple, on peut tester des choses comme à quel point les personnes se souviennent d'une information dans une affiche, à quel point, quelles sont les informations dont ils se souviennent, est-ce que c'est plus l'information sociale, est-ce que c'est plus l'information patriotique, etc. qui marche. Ils ont aussi pu tester au BIT différents textos, différents SMS qui étaient envoyés aux citoyens avec des leviers comportementaux différents et voir aussi lesquels marchent. Donc, ce n'est pas impossible de tester même en situation de crise. Donc, pour terminer et pour passer à une discussion et répondre à vos questions, je voulais juste vous dire que sur le site web, donc modernisation.gouv.fr, dans la rubrique sciences comportementales, vous trouverez l'ensemble des guides que Stéphane a mentionnés et aussi pas mal d'interviews ou de vidéos en ligne qui vous expliquent un peu plus sur les approches comportementales. Et donc, dans les prochaines 10 minutes, je pense qu'on peut passer à la partie questions, échanges et voilà, si vous avez des réactions. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Effectivement, on a eu des questions relativement nombreuses. La première question, c'était concernant les biais. Est-ce que vous les classez, les biais cognitifs? Est-ce que le codex, donc système de codification est fiable? Et voilà, avec une question là-dessus, sur les biais cognitifs. On avait également une autre question là-dessus sur quels sont les biais les plus utilisés chez les administrés? Alors, du coup, pour le codex, c'est assez intéressant la manière dont le codex s'est fait, parce que quand on le trouve en ligne, on n'a pas très directement l'information de qui l'a fait, pourquoi, etc. En fait, c'est une personne qui n'est pas du tout dans le domaine des biais cognitifs, Buster Benson, qui travaillait pour la compagnie Slack, Twitter, etc., qui s'est juste amusé à rendre beaucoup plus digeste et beaucoup plus visuel l'ensemble des biais cognitifs qui étaient identifiés dans la littérature et donc qui a essayé de les organiser en 4 catégories. En gros, les catégories de les biais qui ont à voir avec comment est-ce qu'on trie l'information, les biais qui ont à voir avec ce de quoi on doit se souvenir, comment on doit agir, etc. Et donc, c'est pas, je dirais pas que ce codex est une sorte de pour utiliser ce terme, genre une bible des biais cognitifs. C'est pas un document qui est forcément très fiable parce que c'est juste un listing des biais. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur lesquels de ces biais cognitifs qui ont été documentés, que ce soit dans le codex ou dans d'autres listes de biais, parce qu'il y en a vraiment des tonnes sur Internet, lesquels sont vraiment des effets solides dans la littérature qui ont été répliqués, dont on est certain, et lesquels sont juste sur la base de 1 ou 2 articles qui sont sortis et ensuite qui n'ont pas du tout été répliqués. Donc effectivement, moi je ne considère pas du tout que le codex des biais cognitifs est un outil fiable. Je pense que la seule manière d'être sûr qu'un biais existe vraiment, c'est de regarder la littérature scientifique, combien de publications il y a, est-ce que ça a résisté le test de la réplication, et pour ça, je vous conseillerais, donc moi j'ai une de mes sources les plus fiables, c'est un blog qui s'appelle le blog de Jason Collins, j'écrirai dans le chat l'adresse, et c'est quelqu'un qui s'amuse justement à faire ce travail de je vérifie les biais et qu'est-ce qui résiste de la réplication, qu'est-ce qui n'existe pas, et il casse du coup tous les mythes sur certains biais. Je pense que c'est beaucoup plus fiable que le codex qui est juste un outil de visualisation. Un petit complément sur la problématique des biais les plus fréquemment partagés. Un de nos combats, vous l'aurez peut-être compris, c'est d'expliquer que les biais ne sont pas forcément du côté des administrés et des usagers, mais qu'il y a en particulier des biais aussi du côté des décideurs qui tendent à considérer que leurs politiques publiques conçues, certes avec plein de bonnes intentions, sont parfois géniales et mal comprises. On essaie justement de leur expliquer que dès l'amont de la conception de ces politiques publiques, il y a sans doute des choses à améliorer, à changer, à adapter pour qu'elles soient plus adaptées à l'être humain réel. Voilà, c'est juste un petit point là-dessus. Après, Mariam, je ne sais pas si tu as un best-of des biais les plus fréquents. Oui, j'allais justement
Je vais probablement le mettre dans le chat, mais justement, je ne sais pas si je tourne mon écran, vous allez peut-être voir, il y a une affiche en fait que je vous mettrai dans le chat qui reprend les biais principaux chez les décideurs publics. Donc, je vais la coller, comme ça vous pourrez la voir. Et d'ailleurs, on travaille nous-mêmes dans notre équipe sur un guide qui pourrait répertorier un peu mieux ces biais cognitifs. Mais en tout cas, il y en a plusieurs, hein, et je pense que, je veux dire, que ce soit décideurs publics ou citoyens ou autres, évidemment, on partage plein de ces biais, et comme je le disais un peu au début, c'est plutôt un environnement donné qui peut faire émerger certains biais. C'est pas forcément, enfin, il peut y avoir des déformations professionnelles, mais c'est les environnements qui jouent beaucoup. Mais le contexte, voilà. Et je pense qu'un biais quand même que j'aimerais mentionner, qui peut-être est un peu plus présent chez les décideurs publics que chez d'autres populations, c'est un petit peu une sorte de biais de surconfiance, c'est-à-dire une grande confiance, peu d'informations, mais une grande confiance dans ce peu d'informations qu'on a. Et ça, typiquement, par exemple, dans le monde scientifique, vous verrez beaucoup de gens qui diront, et on l'a beaucoup vu dans cette crise de Covid, qui vont jamais se prononcer pour sûr. Il y a une grande part d'incertitude et on va toujours dire c'est pas sûr, on pense que, etc. Sauf des exceptions comme certains médecins très très confiants, on va dire, de leurs résultats. Mais en tout cas, le biais de surconfiance, c'est peut-être quelque chose qui est très présent chez les décideurs publics, ou par exemple le false consensus bias, le biais du faux consensus, penser que la plupart des gens sont d'accord avec ce que nous, on pense intuitivement. Mais je vous enverrai cette affiche qui résume bien, je trouve, les biais décideurs publics. En sachant qu'il ne suffit pas de savoir que ces biais, si tant est que ce soit des biais, parce que c'est une connotation négative, il ne suffit pas de savoir qu'ils existent pour qu'on les dépasse. Je pense notamment, Mariam, à un biais qui nous est cher, le biais des coûts irrécupérables. Des coûts irrécupérables, oui. C'est-à-dire, en gros, les coûts irrécupérables, ou sunk cost fallacy en anglais, c'est le fait de plus on s'investit dans quelque chose, plus on a du mal à revenir en arrière. Et c'est vraiment présent dans tellement de cas de compagnies qui se sont complètement crashées parce qu'on ne voulait pas arrêter le projet, même si on a des signaux forts qu'il faut arrêter à ce moment-là. Donc ce qui fait que vous regardez une série télé jusqu'au bout, même si franchement elle est désespérante, et que vous menez une politique publique, même si elle est parfois désespérante aussi. Une persistance, quoi. On avait d'autres questions, merci beaucoup, sur l'évaluation du contexte et le fait que vous traitez un certain nombre de projets donc au niveau de la DITP, mais il y en a que vous ne traitez pas aussi parce que parfois ils ont des effets rebonds. Et donc la question c'était comment vous évaluez le contexte et quels sont voilà, les effets rebonds, les effets négatifs. Enfin, quelle est la mesure de ces effets-là? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais est-ce que c'est comment est-ce qu'on a une meilleure compréhension du contexte pour essayer de… alors donc ça, comme je le disais dans la partie méthodologique, on a une phase de diagnostic qui est assez longue et qui repose sur plein de méthodes différentes, donc des questionnaires, mais aussi des focus group, de l'ethnographie. Parfois, on fait de l'immersion, on va et on se place juste à un endroit. Par exemple, typiquement, on travaille sur un projet d'insertion professionnelle des jeunes. On est un petit peu en… on observe par exemple un entretien entre un conseiller et un jeune, etc. Et on essaye évidemment, avec tous les biais que ça peut comporter quand même, d'essayer d'avoir une meilleure compréhension du contexte au-delà de ce que nous, on pourrait imaginer. Et très, très souvent, on est confronté à des choses qui sont complètement différentes à ce à quoi ce qu'on s'imaginait avant d'aller sur le terrain. Donc, c'est vraiment par un mix de méthodes ethnographiques qui se rapprochent beaucoup de la sociologie et des questionnaires en ligne et des focus group. Mais je ne sais pas, Stéphane, si tu as… Non, c'était l'idée de quand on a fait notre appel à projet, des critères qui nous permettaient de limiter les dégâts de ce point de vue-là, enfin de cadrer les choses tant que possible. Après, on n'est pas tout le temps maître de nos agendas. Typiquement, de temps en temps, on nous a amené des sujets qui pour nous n'étaient pas comportementaux et sur lesquels on espérait le petit nudge qu'elle allait tout transformer. Ça fait partie de notre challenge quotidien, d'acculturer à la fois ces méthodes et puis à leur temporalité, enfin tout ça, quoi. C'est pas totalement acquis et gagné, soyons clairs.
On avait également une question. Est-ce que vous portez voilà, ces outils au sein des collectivités locales? Est-ce que vous intervenez auprès des collectivités locales? Alors, par vocation, la DITP est une direction d'administration centrale qui a vocation logiquement à appuyer les administrations centrales, leurs services déconcentrés le cas échéant. On a fait quelques exceptions de temps en temps parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en réalité, il nous arrive de travailler avec des collectivités locales, mais plutôt comme des terrains d'expérimentation d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement en contact avec ces collectivités, c'est plutôt telle ou telle administration qui, pour tel ou tel sujet, a identifié un partenaire ou travaille déjà avec un partenaire. C'est plutôt dans cet ordre-là que se font les choses. Mais très honnêtement, il y a à la fois une question de droit, à savoir qu'on a nos partenaires légitimes, c'est les administrations centrales, c'est les opérateurs sociaux nationaux, et puis aussi tout bêtement de bande passante. Hein. Typiquement, l'équipe, elle est de 5-6 personnes à peu près. Vous avez vu l'ampleur des champs, mais il y a évidemment des tas et des tas de demandes des collectivités locales. Et puis, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, un intérêt à le faire pour elles, enfin pour nous et pour elles, parce que tout bêtement, les difficultés qu'on a pu avoir avec les administrations centrales, on les a moins que le local. Ils sont plus en maîtrise du terrain, ils ont plus de facilité à implémenter et à mesurer notamment. Okay. Et effectivement, il y a certaines collectivités qui se sont aussi emparées de la question suite à des interactions qu'on a pu avoir avec eux et qui portent maintenant eux-mêmes des sortes on va pas dire d'unités de sciences comportementales, mais en tout cas des projets avec des partenaires donc, sur l'environnement, par exemple à Villeurbanne sur l'activité physique, à Nantes sur l'environnement beaucoup. Et vous, justement, c'était une autre question. Est-ce que vous déployez des formations? Est-ce que vous êtes sollicité pour déployer au sein, donc soit des collectivités locales, soit, mais ça on l'a vu, soit au sein des administrations pour essaimer l'intervenant, enfin voilà, la personne qui pose la question dit que votre équipe effectivement est réduite. Est-ce que vous avez identifié un moyen de démultiplier? C'est la vocation des capsules, qu'elles soient présentielles ou vidéo que j'évoquais, qui permettent potentiellement de diffuser les choses, ainsi que de nos rapports. Après, ça reste aussi, ça permet un petit peu d'élargir notre champ de diffusion, mais ça reste des choses assez limitées. Après, je suis prudent avec le mot formation. Enfin, Marianne travaille aussi sur un MOOC. Le mot formation, il me semble fort. Très honnêtement, moi, ça fait 3-4 ans que je travaille sur ces sujets. C'est pas ma partie d'origine. Et j'ai un immense respect pour les collègues avec qui je travaille, qui ont des backgrounds considérables. Et je pense pas qu'on puisse totalement s'improviser là-dessus. C'est pour ça que, au-delà de ce qu'on peut faire, qui est plutôt de la sensibilisation, j'invite surtout les acteurs publics intéressés à se rapprocher notamment de la recherche, localement de se rapprocher des universitaires, de se rapprocher du monde académique pour essayer de trouver des partenariats utiles et efficaces. Parce que je ne crois pas très honnêtement à des modules de « je deviens un nudger en 3 jours ». Oui, ça aussi en parallèle, on a commencé à développer des formations, on va dire des cours dans les universités. Donc, par exemple, je donne un cours à Sciences Po et à l'ENS sur ces sujets, et bientôt peut-être des masters pour des masters professionnalisants, pas seulement pour les étudiants de Sciences Po, mais plutôt pour les personnes qui feraient des MBA ou ce genre de choses. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec Stéphane que c'est vraiment un de ces sujets où on a vraiment besoin de bien comprendre les bases du fonctionnement de la psychologie, des sciences cognitives. Donc, c'est très dur de faire une formation de 1 an ou 2 et s'improviser dans ce sujet. Même nous moi, ça fait 10 ans que j'ai fait de la recherche en sciences comportementales. Il y a plein de choses que je ne connais pas et on a besoin de s'appuyer sur des experts pour compléter nos connaissances. Bien. On avait une question sur l'éducation nationale. On sait que c'est un ministère, globalement une administration qui n'est pas facile à réformer. Est-ce que vous avez identifié des leviers, déjà les freins, les leviers et qu'est-ce qui, sociologiquement parlant, manque pour implémenter un changement qui garantirait l'équilibre des relations de pouvoir au sein de ce ministère. Voilà. Alors, de l'interne, c'est ça. Comment, Stéphane? Sur l'éducation nationale. On parle de la conduite du changement en interne. Alors, il y avait, dans la question, en fait, je pense qu'il y avait ça, c'est comment réformer en interne. Et puis, il y a quand même également la question sur intégrer les sciences comportementales dans le programme éducation, donc formation des enseignants, mais également des élèves. Voilà.
Mariam, je me permets, je vais te laisser plutôt évoquer l'aspect pédagogique, peut-être, qui est ta passion. Sur le premier volet, très honnêtement, on a beaucoup de sollicitations sur ces problématiques de conduite du changement. Je ne suis pas très à l'aise là-dessus, moi, très honnêtement. Je l'ai dit, on a des précautions éthiques qu'on s'efforce d'avoir sur ce champ comportemental. Et moi, tout ce qui a trait à des questions sociales, des questions managériales, je ne suis pas forcément totalement confortable avec l'idée qu'on… Alors, on peut certes comprendre les choses avec nos méthodes, changer les choses. Moi, j'aime bien utiliser les sciences comportementales quand il s'agit de favoriser un passage de l'intention à l'action. Quand on est sur des problématiques sociales ou managériales comme ça, j'ai des doutes, très honnêtement, parfois sur le côté intention. Donc, je pense qu'on peut peut-être nous éclairer les choses, mais je ne suis pas totalement toujours très enthousiaste pour l'idée qu'on vienne nous chercher pour conduire le changement. Voilà. C'était une petite… Je suis entièrement d'accord avec Stéphane et je pense que dans beaucoup de situations, enfin c'est un avis vraiment personnel, donc ça n'engage que moi, mais dans beaucoup de situations où on est sollicité pour de la conduite de changement, on se rend compte avec un peu de temps qu'en fait le problème n'est pas dans le comportement des gens, c'est un problème beaucoup plus structurel et c'est la structure qui peut-être essaye de placer le problème sur des comportements individuels. Or, c'est un problème beaucoup plus structurel et plus large. Donc, je suis aussi dubitative de ce que le changement individuel peut apporter dans ces conditions-là. Par contre, pour répondre à la partie intégrer les sciences comportementales au programme, donc il y a évidemment le comité national de l'éducation, le comité scientifique de l'éducation nationale qui essaye de faire ça déjà. Donc, si vous cherchez les spécialistes sont connus sur, vous les trouverez sur Internet. Et il y a notamment Elena Pasquinelli, qui est une chercheuse qui travaille sur l'esprit critique. Donc, c'est pour répondre à la partie sur la communication non violente. Donc, effectivement, comment intégrer des cours d'esprit critique à la pédagogie, à l'école et dans les classes. Mais c'est pas évident parce que c'est un contexte, l'éducation nationale, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs et pas mal de choses qui ont peut-être sédimenté depuis des années sur des postures qui sont difficiles à faire évoluer. Et donc, parfois, des scientifiques qui arriveraient comme ça pour mettre leur expertise sans prendre en compte le contexte peut parfois être crispant. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est un travail en cours, effectivement, d'intégrer les sciences comportementales au programme. Et puis, dernière question qui a été posée pendant la présentation. Donc, Anne qui dit « Je travaille sur le développement de nudge en entreprise. Toutefois, les questions d'éthique sont omniprésentes dans ma démarche. Est-ce qu'il existe un comité d'éthique et est-ce que vous avez eu à traiter ce type de sujet ?» Donc, l'éthique dans les nudges et notamment en entreprise. Oui, donc l'éthique, c'est vraiment une question. Quand moi, je suis arrivée au SGMAP ou à la DTP en 2016, je pense que j'ai dû passer peut-être 6 mois à travailler sur la partie éthique parce que j'avais du mal à dormir les nuits en me disant « Ah oui, donc le nudge, en fait, c'est vraiment de la manipulation. » Enfin bref, il y avait toutes ces questions qui sont évidentes, on va pas le nier. Mais on a réussi à faire plein de choses sur cet aspect-là, sur l'aspect éthique. Donc, premièrement, je pense qu'il y a une sorte d'erreur fondamentale de raisonnement, même quand on pense au nudge, parce qu'on a l'impression, quand on parle de nudge, qu'il y a un type de nudge. Or, il y a vraiment le mot nudge est un peu un fourre-tout dans lequel on met plein de choses, mais comme je vous ai donné dans les exemples, on peut aider les gens à prendre de meilleures décisions. Une intervention peut être complètement transparente, elle peut être axée sur le changement comportemental conscient. Certains peuvent être beaucoup plus inconscients et moins transparents. Donc, déjà, on se base sur une sorte de classification. Quels sont les nudges les plus transparents, les moins transparents, ceux qui poussent à un changement conscient, inconscient, etc. Donc, on a une première couche comme ça. Ensuite, nous, dans nos projets, il y a plusieurs choses qui garantissent l'éthique. Premièrement, le choix des sujets. Être sûr qu'on est sur des sujets, comme Stéphane l'a dit, de non-passage d'une intention à l'action. Donc, on n'est pas en train de pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Il y a une intention évidente et claire et on essaye les gens à l'atteindre. Donc, typiquement, on ne va pas aller sur des sujets de don d'organes ou des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus, mais plutôt sur des sujets comme l'environnement, le manque de sommeil, etc. Ensuite, les autres manières de garantir l'éthique, c'est d'être complètement transparent sur la méthode et la publication des résultats. Donc, par exemple, sur notre site web, vous trouverez les résultats et la documentation sur toutes les phases qu'on a menées sur nos projets. Donc, transparence aussi en termes non seulement de publication, mais du process. Et pour certains de nos sujets très spécifiques, par exemple le sommeil des enfants,
ou l'activité physique ou ce genre de choses qui sont un peu plus intrusives, c'est sur la base de volontariat. Donc, les personnes décident ou pas de faire partie de notre expérimentation. On ne l'impose pas. Et il y a un comité d'éthique spécifique. Par exemple, le projet sur le sommeil ou un projet sur le chauffage au bois est passé par un comité d'éthique qui a validé le projet. Donc, il faut, évidemment, la question éthique, elle est très importante parce qu'une erreur peut tout arrêter. Et il y a plein de manières d'aborder cette question-là. C'est pas une question impossible. Et il y a beaucoup de guides en ligne sur l'éthique du nudge. Vous pouvez trouver ça et je peux aussi vous les envoyer avec les documents qu'on enverra avec la présentation. Si je peux me permettre une version très synthétique de cette question de la classification éthique, Mariam l'a évoqué, il y a en gros trois critères qui nous guident dans l'appréciation de nos travaux. Le premier, c'est la transparence de l'intervention. Le deuxième, c'est le fait que ça fasse appel ou pas à quelque chose de réflexif dans les comportements des gens. C'est quelque chose qui soit fait appel plutôt à quelque chose de l'ordre de l'instinct ou à la réflexion. Et le troisième critère, tout bêtement, elle l'a dit aussi, c'est l'enjeu de politique publique. Typiquement, je n'aurais pas les mêmes pudeurs sur des sujets où il y a des enjeux de vie ou de mort. Ça peut être la sécurité routière, ça peut être le Covid, que si je suis sur un sujet d'inciter les gens à payer en ligne ou je ne sais quoi. Donc, il y a vraiment ces trois critères qu'il faut mixer au cas par cas. Effectivement, c'est très pragmatique, très prosaïque. Et puis, le cas échéant, si on est vraiment sur des choses où il y a à la fois un impératif de politique publique, mais en même temps des questions éthiques, il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts pour avoir un regard éthique spécifique sur le sujet. Après, il y a d'autres problématiques, honnêtement, et aussi, je serais moins pudique. Voilà. Et aussi, le principe de base, c'est s'imaginer à la une le lendemain de tous les journaux et se dire est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait ou pas. C'est le heuristique qui marche le mieux. Voilà, vous savez tout de nos vies. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la webconférence. Merci beaucoup pour vos présentations, également aux participants pour leurs questions. Vous allez pouvoir retrouver donc le replay audio sur YouTube Sciences Po Alumni, la présentation également. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ceux qui veulent poser leurs questions peuvent rester connectés quelques minutes. Et sinon, bon après-midi à l'ensemble d'entre vous.